d'échanger avec des vrais praticiens, hein, des vrais médiateurs, parce que c'est vrai que c'est dans l'échange avec ceux qui pratiquent la médiation qu'on peut progresser dans tous les domaines, et c'est bien l'intérêt de ces échanges. Alors, là, il y a un paradoxe, comme Yves Lelièvre vient de le soulever, effectivement, c'est que tout le phénomène de médiation n'est pas appréhendé par le droit. Tout ce qui concerne, en fait, il y a vraiment deux aspects dans la médiation. Il y a l'aspect outil de communication, rétablissement du lien entre deux personnes, et pour ça, évidemment, il n'y aura aucun aspect juridique. Le droit se désintéresse, en quelque sorte, de ces méthodes de communication utilisées par les médiateurs. Mais à partir du moment où la médiation devient un instrument de résolution d'un différend, il est alors encadré par le droit. Il intervient dans un environnement juridique. Et à partir du moment où il intervient dans un environnement juridique, on va évidemment se poser la question de l'oral et de l'écrit. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que quand on aboutit à un accord, il est parfois nécessaire, j'ai bien dit parfois, il est parfois nécessaire de pouvoir en rapporter la preuve à l'égard de tiers, en disant oui, j'ai eu un accord avec un tel ou je dois exécuter telle ou telle obligation. Et dans ces conditions, bien évidemment, il faudra nécessairement obéir aux règles de preuve du code civil ou de commerce et, le cas échéant, rédiger un écrit. Parfois, on a besoin de faire homologuer cet accord parce qu'on a un problème de force exécutoire, on a l'exécution d'obligations échelonnées dans le temps, on n'est pas certain que le débiteur va vraiment régler la totalité de ses obligations, et dans ces cas-là, on a besoin de l'homologation par un juge. Un juge ne peut pas homologuer un accord verbal, il a besoin évidemment de pouvoir vérifier le contenu de cet accord, et donc on sera encore tenu de rédiger un écrit. Par ailleurs, même dans le cours de la médiation, dans le cadre des dialogues, des échanges, les parties vont arriver avec des documents, un contrat de vente, une facture d'électricité, que sais-je encore. Ça fait encore partie des écrits qui seront amenés en médiation et dont il faut bien sûr que le médiateur maîtrise le régime juridique parce que malheureusement, dans toutes les relations humaines, le droit s'interfère et il y a un encadrement juridique de toutes ces relations. Alors l'écrit, il est défini par l'article 1365 du Code civil de manière très très large. C'est une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou tous autres signes ou symboles dotés de signification intelligible, quel qu'en soit le support. Donc vous voyez qu'un écrit, ça peut être un écrit sur support électronique, ça peut être des images, ça peut être un schéma, bref, tout symbole qui a un sens déterminé, quel que soit le support, un écrit papier, de la pierre, hein, voilà, comme à l'ère paléolithique, c'est aussi un écrit pour le droit, bien sûr. En principe, actuellement, on a plus ou moins deux sortes d'écrits, des écrits sur support papier et des écrits sur support électronique, des fichiers, des mails, des courriels, etc. Alors, pour le médiateur, je crois que nous avons décidé avec Yves Lelièvre de procéder de manière chronologique, c'est-à-dire l'entrée en médiation, quels sont les écrits éventuels, le déroulement du processus de médiation, quels sont les écrits, et enfin l'issue de la médiation, l'accord. Est-ce que l'accord est un écrit? Pourquoi? Comment? Qui rédige? Est-ce que le médiateur signe? Etc. Bref, nous allons avancer. Alors, de manière chronologique, c'est plus simple. Alors, bien sûr, pour les médiateurs non juristes, n'hésitez pas s'il y a une difficulté de compréhension, parce que le temps nous est compté, donc je vais peut-être être un peu rapide, mais si vous avez une difficulté de compréhension des termes que j'utilise, n'hésitez évidemment pas à poser des questions et à m'arrêter. Avec Yves Lelièvre, on essaiera de traduire ces termes de manière un peu plus simplifiée, bien sûr. Alors, commençons par l'entrée en médiation. Quand vous entrez en médiation, il y a plusieurs hypothèses. Vous pouvez entrer en médiation conventionnelle parce que deux parties sont venues vous voir, donc dans ces conditions-là, il n'y a pas d'écrit. Alors, l'écrit sur lequel je voudrais insister, c'est bien sûr la décision du juge. Quand on est dans une médiation judiciaire, il y a un juge qui a ordonné la médiation, qui l'a d'abord proposée aux parties, qui a ordonné la médiation, il y a donc une décision. Alors, cette décision, je ne vais pas insister, elle ne concerne bien sûr que la médiation judiciaire. Elle est relativement marginale à l'heure actuelle, mais il y a aussi des injonctions de rencontrer un médiateur.
Donc là aussi, nous avons un acte du juge. Alors, bien sûr, vous devez lire cet acte du juge, vous devez vous en imprégner parce que généralement, il va désigner l'objet de votre mission et il va ensuite, alors bien sûr, dans le cadre de la médiation ultérieure, vous allez pouvoir élargir cet objet à d'autres éléments que ceux fixés par le juge, mais néanmoins, c'est le cadre de départ de votre mission. Il y aura aussi la durée qu'il faudra respecter, bien sûr, et qui est prévue. Donc, vous avez plus la consignation d'une avance sur votre rémunération qui sera déposée au greffe, etc. Donc, il y a tout un processus, je ne vais pas le développer, mais il y a tout un processus qui repose sur des écrits, parce qu'un juge, lui, ne fait pas de décision verbale. Voilà, il fait des décisions écrites dont vous aurez évidemment la communication. Mais je reviens toujours à l'entrée dans la médiation. Lorsque vous entrez dans une médiation conventionnelle, c'est-à-dire que vous êtes saisi directement par des parties, dans ces cas-là, il est vivement souhaitable et vivement recommandé de rédiger, à mon avis, deux écrits distincts. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la convention de médiation. Ça, c'est le terme, le contrat de médiation. Ça, c'est le terme juridique. Ça pourrait être un acte de mission, peu importe. En tout cas, pour le juriste, c'est un contrat dans lequel il est mis sont mis les droits et obligations de chacune des parties, la clause de confidentialité. Est-ce que les parties veulent que tout soit confidentiel ou pas, puisque la loi de 1995 autorise les parties à rendre leur médiation non confidentielle. Mais c'est rarissime, bien entendu. En principe, elle sera confidentielle. Mais il faut informer les parties, il faut que ce soit écrit, il faut que les parties sachent à quoi elles s'engagent. Elles s'engagent à se taire sur tous les éléments qui seront échangés et dialogués pendant la médiation. Donc, il faut que ce soit écrit, il faut qu'elles le sachent. Il faut aussi qu'elles sachent à quoi s'engage le médiateur. Donc, on reprend les obligations du médiateur, impartialité, diligence, etc., pour que les parties sachent à quoi s'attendre. Alors, comment rédiger ce contrat quand on n'est pas juriste? En général, on adhère à un centre de médiation et ce centre de médiation propose des modèles. Yves, tu vas conforter peut-être cette situation, ce qui fait qu'on n'oublie rien. Effectivement, là, les modèles sont très, très importants parce qu'ils doivent recouvrir l'ensemble des problèmes posés, être signés par tout le monde. Donc, par conséquent, ça engage l'ensemble des personnes à la médiation et l'objet précis doit être aussi indiqué, même si il peut arriver en cours de route qu'on modifie, on remplisse un peu plus formellement certains points qui n'ont pas été au départ. Donc, c'est essentiel, effectivement, d'avoir ça comme base, parce que, notamment sur les problèmes de confidentialité, parce que sans ça, on n'est pas dans l'axe d'une liberté de parole complète dans le cadre de la médiation. Et bien sûr, ce document est signé par le médiateur, parce que le médiateur s'engage aussi dans cette convention. Alors, je pense qu'il faut signer un deuxième document distinct, même si dans certains modèles que j'ai vus de certains centres de médiation, c'est une clause de la convention de médiation. C'est la convention d'honoraires. Parce que quand vous êtes un médiateur conventionnel, les honoraires ne sont pas définis par le juge, donc il faut signer une convention d'honoraires. Pour quelle raison est-ce que je pense que c'est un document écrit distinct de la convention de médiation? C'est parce que la convention de médiation, elle est confidentielle. Elle est confidentielle. Or, si un jour, un médiateur a un problème pour obtenir le paiement de sa rémunération, il faudra qu'il prouve quel est le montant qui avait été accepté par les parties. Et si ce montant, c'est une clause du contrat de médiation, il ne pourra pas fournir le contrat parce que c'est confidentiel. Donc, il faut, à mon avis, être prudent et rédiger une convention d'honoraires qui, elle, n'est pas confidentielle, qui, elle, ne sera pas confidentielle et que le médiateur pourra très éventuellement produire en cas de demande de paiement, si les médiateurs, in fine, ne payent pas, pour obtenir et pour prouver, évidemment, le montant des honoraires. Voilà. Nathalie, ça, c'est très important parce que je pense que la convention de médiation, pour l'instant, elle est incluse dans les actes de mission ou dans les conventions de médiation. Et je crois que c'est très important de la prévoir, comme d'ailleurs, dans cette convention, il est important de prévoir aussi que d'une façon générale, et sauf exception, les honoraires sont partagés en deux entre les parties, qu'il peut y avoir une provision qui est indiquée au départ,
le taux de horaire doit être indiqué aussi. Et puis, on doit aussi rajouter éventuellement les frais qui, là, en général, sont à la charge de chacune de l'une ou de l'autre des parties en fonction de pour qui les frais ont été engagés. Donc, je crois que c'est très, très important de le signaler parce que c'est pas aujourd'hui je dirais, la généralité. Hein. Aujourd'hui, il y a une convention de médiation qui intègre dans son article, dans le dernier article d'ailleurs, ce qui concerne les honoraires. Eh oui, alors ça peut poser problème, mais c'est à la marge, c'est uniquement dans le cas où les parties refusent de payer et contestent éventuellement le montant auquel elles se sont engagées, bien sûr, mais il faut être prudent hein, dans ces conditions. Je crois qu'il faut quand même anticiper. Alors, un dernier point important en ce qui concerne quid de l'écrit en matière de médiation de la consommation. Ah oui, dans la médiation de la consommation, les règles sont différentes en vérité. Parce d'abord, c'est une médiation en ligne, donc elle est soumise à des règles différentes et c'est la même chose, mais l'écrit il est électronique et les réponses du médiateur, les demandes, les réponses, elles sont formalisées. Hein. Il y a déjà comment dire, il y a déjà des modèles. Le médiateur de la consommation, il a lui aussi des modèles, mais ils sont dématérialisés. Et là, il y a d'autres règles applicables à la médiation en ligne. Mais le principe est le même. Peu importe, même si c'est entièrement dématérialisé, sur des modèles dématérialisés, c'est quand même un contrat. Hein. Je l'ai bien précisé, quel qu'en soit le support. Mais il est réglementé par des textes spéciaux du Code de la consommation, pour répondre à la question. Voilà, répondre à la question en direct. Voilà, je l'ai vu s'afficher, alors ça tombait bien. Je voulais une dernière précision. Il ne faut pas oublier de dater la convention, le contrat de médiation. Pourquoi est-ce qu'il faut le dater? Parce que dans la médiation conventionnelle, vous savez que l'article 2238 du Code civil nous dit qu'à partir du moment où on a un écrit, un contrat de médiation, ça suspend la prescription pendant tout le temps de la médiation. Et en cas d'échec, eh bien, le justiciable, enfin la partie qui n'a pas réussi à trouver un accord, va retrouver un temps de prescription pour pouvoir saisir le juge de sa demande. Vous savez que tous les droits se prescrivent par certains délais et donc que ce délai, bien sûr, il s'écoule pendant le temps, normalement, sans pouvoir être suspendu, mais la médiation suspend le temps de la prescription et en conséquence, il ne faut pas oublier de dater le début de la médiation. Et d'ailleurs, en cas d'échec, il faut faire une attestation pour dater le moment du constat de l'échec. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fonction de l'article 2238 du Code civil, la prescription repart pour un délai qui ne peut pas être inférieur à 6 mois. Donc, le justiciable, en cas de contestation portant sur la prescription, il doit avoir ces éléments de preuve. Alors, j'ai vu quelqu'un mentionner, est-ce que les avocats doivent signer l'accord de médiation? Alors, je rappelle que dans la médiation, l'avocat assiste son client. Il ne le représente pas. En conséquence, non, il n'a pas à signer le contrat. Qui est-ce qui s'engage à toutes ces obligations de confidentialité, etc. Ce sont les parties. Ce sont donc elles qui signent. Et le médiateur aussi, parce que dans le contrat de médiation, il prend des engagements. Donc, eux, ils doivent signer, mais pas les avocats. Bon, alors maintenant, si l'avocat veut signer à côté de la partie en disant assister de maître un tel, je signe. Bon, je dirais, ça ne mange pas de pain, mais juridiquement, ça n'est pas nécessaire. Voilà. Oui, mais ils sont quand même liés, Nathalie, ils sont quand même liés par la confidentialité de la médiation, même s'ils ne signent pas. Alors, je dirais même qu'eux, ils sont liés par le secret professionnel. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de les lier par la confidentialité de la médiation. Pour eux, c'est pire, c'est le secret professionnel. Ils ne peuvent pas divulguer ces éléments. Mais effectivement, si on les fait signer, voilà, ça veut dire qu'ils attestent d'avoir assisté la partie dans le cadre de la médiation. Donc, je dirais, ce n'est absolument pas interdit. Si vous sentez qu'il faut les faire signer pour faire avancer le processus et les faire adhérer au processus, allez-y, il n'y a aucun obstacle. Il y a aucun obstacle. Mais disons que ce n'est pas une obligation pour la portée de ce contrat. Voilà en ce qui concerne donc le contrat de médiation.
je dirais que dans certains cas, alors je ne vais pas insister sur la médiation en matière administrative, mais vous savez que quand on fait une médiation avec une administration, il peut parfois y avoir des règles particulières qui font qu'on doit faire valider la convention de médiation par l'organe habilité, etc. Donc là, l'écrit s'impose d'autant plus et parfois il y a des formalités très particulières à accomplir pour que le maire, pour qu'une collectivité locale puisse vraiment signer un contrat de médiation. Hein. Il ne peut pas le faire tout seul. Parfois, il lui faut des autorisations, des habilitations, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas insister là-dessus, bien sûr. Donc, voilà pour l'entrée en médiation. Alors maintenant, on est entré en médiation, on a fixé les règles et on va voir maintenant le sort des écrits pendant le déroulement de la médiation. Sachant que sur le plan juridique, on va distinguer deux catégories d'écrits. On va d'abord distinguer les écrits qui sont nécessaires au déroulement de la médiation ou qui sont, si ce n'est nécessaire, du moins que l'on va trouver pendant le déroulement de la médiation. Les paperboards, les notes qui sont prises par les parties, par le médiateur, les comptes rendus de réunion, bref, tous ces actes qui émaillent la médiation, quels qu'en soient les supports. Un écrit, ça peut être aussi une pièce, ça peut être une photo. Ça peut être une photo. Les parties, parfois, prennent des photos avec leur iPhone, des paperboards, par exemple. Mais c'est un écrit aussi, voilà, durant la médiation. Alors, quel est le sort de ces écrits? Pour vérifier le régime juridique, on va distinguer les parties et le médiateur. Alors, je vais d'abord détailler, évidemment, les écrits et ensuite, je verrai quelles sont les sanctions applicables aux parties comme aux médiateurs. Qu'est-ce qui se passe avec ces écrits? Alors, la question essentielle, évidemment, c'est celle de leur confidentialité. Voilà, il n'est pas interdit aux médiateurs de prendre des notes pendant la médiation. Il n'est pas interdit non plus aux parties de prendre des notes. Il n'est pas interdit de faire un paperboard avec toutes les possibilités, les options, etc. Ça n'est pas interdit, c'est un écrit. Mais le problème en médiation, c'est essentiellement celui de leur confidentialité. Voilà, parce qu'il n'y a pas de condition de régularité ou de validité de cet écrit. En général, quand on fait un contrat de vente, la loi dit pour qu'il soit valable, il faut telle et telle condition. Mais là, pour rédiger un paperboard, nous n'avons pas de condition de validité. Donc, le seul problème qui se pose à propos de ces écrits, c'est leur confidentialité. Pour les parties d'abord. Pour les parties, c'est l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Tout est confidentiel. Les notes qu'elles prennent, les photos qu'elles prennent du paperboard, c'est confidentiel. Sauf, nous dit cet article, accord contraire des parties, c'est-à-dire de toutes les parties à la médiation. Donc, si on veut diffuser ces écrits, eh bien, il faudra l'accord de toutes les parties. Mais je n'ai encore jamais vu de contrat de médiation qui contiennent une clause disant que la médiation n'est pas confidentielle. Donc, c'est prévu, mais en principe, c'est confidentiel et c'est bien indiqué, évidemment, dans le contrat de médiation. J'ajoute aussi que les échanges verbaux sont aussi confidentiels. Hein. Il n'y a pas que les écrits. Bon, ce matin, on parle des écrits, mais les échanges verbaux sont aussi confidentiels, même s'ils ne font pas partie de notre thème de ce matin, bien entendu. Alors, je vous rappelle, mais on n'a peut-être pas le temps de le détailler là maintenant, sauf peut-être à donner quelques précisions ultérieurement. Vous savez qu'il y a eu la loi de 2019, puis après des décrets du 29 janvier 2021 qui ont réglementé, plus un décret antérieur qui était du 27 décembre 2020, qui ont réglementé la médiation en ligne, les services de médiation en ligne. Et pour eux, bien évidemment, les écrits sont des écrits sur support électronique, hein, mais il y a des clauses de confidentialité plus précises. Par exemple, on s'engage à ne pas faire de capture d'écran. On s'engage à faire en sorte que quand on va échanger des documents par Internet, enfin par la plateforme sécurisée, donc on fait en sorte que personne dans la salle dans laquelle on est ne se trouve derrière notre écran et soit en mesure elle-même de prendre une photo de l'écran, de l'enregistrer, de prendre des notes, etc. Donc, il y a des conditions particulières de confidentialité
pour ce type d'écrit électronique, bien sûr, on fait attention de pas envoyer sur le net un document qu'on a mis, des notes qu'on a prises dans le cadre de la médiation, etc. Donc, il va falloir que tous les centres de médiation créent des clauses de confidentialité spécifiques pour la médiation en ligne et aussi pour les médiateurs, j'allais dire normaux, qui n'ont pas de site internet, mais qui utilisent la visioconférence pour entendre les parties ou faire des séances de médiation. Attention, quand on utilise la visio, danger, bien sûr, pour la confidentialité des documents qu'on échange et puis des échanges verbaux aussi par définition. Donc ça, il faudra bien sûr réfléchir et y revenir en étudiant bien les décrets que je vous ai cités qui prévoient des conditions très précises. Donc, pour les parties, c'est très simple. Toutes les notes qui sont prises, les paperboards, les photos, etc., tout ça doit rester confidentiel. Pour le médiateur, maintenant. Alors, pour le médiateur, on a l'article, par exemple, 131-14 pour la médiation judiciaire, 1531 du Code de procédure civile pour la médiation conventionnelle. Pour eux, c'est simple. Je vous lis les textes, ce sont les mêmes. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille, il peut les recueillir par écrit, notamment, mais pas nécessairement, ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance, et pour la médiation conventionnelle, on ajoute évidemment, ne peuvent pas être divulguées aux tiers. Donc, les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille. Quand il fait son paperboard, il recueille des déclarations, bien sûr. Quand on lui montre un papier, il fait des constatations. Eh bien, ça, il ne peut pas le divulguer au tiers et il ne peut bien sûr pas le divulguer au juge ni le produire dans le cadre d'une éventuelle procédure ultérieure ou dans l'instance en cours pour le médiateur judiciaire. Donc, c'est la confidentialité des constatations et des déclarations qu'il recueille. Ça vise donc à la fois les écrits qu'il va rédiger en recueillant les déclarations des parties dans le cadre du dialogue, mais ça vise aussi les échanges verbaux. Bien sûr, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il ne faut pas croire que les échanges verbaux ne soient pas soumis à la confidentialité. Bien sûr qu'ils le sont. Alors, bien sûr, si un avocat assiste à la médiation, à une séance de médiation, lui, il est tenu au secret professionnel. Il est bien sûr tenu à la confidentialité, mais ça rentre également dans le cadre de son secret professionnel. Il n'a pas le droit de divulguer à des tiers, etc., ni de se servir d'une pièce dans une procédure, bien entendu. Alors, quid des modalités de participation d'un tiers à la médiation? Si vous faites intervenir un tiers dans une séance de médiation, comme témoin, par exemple, pour l'auditionner, il faut impérativement lui faire signer une clause de confidentialité. Parce que le tiers, lui, il intervient dans cette médiation, mais a priori, il n'est pas parti, donc il n'est pas tenu par la confidentialité. Il faut lui faire rédiger une clause de confidentialité, impérativement, un écrit, et lui faire signer, parce que la signature en droit, c'est la manifestation de l'accord, du consentement, article 1367 du Code civil. Donc, il faut impérativement le faire. Autrement, il n'est pas lié, puisque l'article 21-3 de la loi là, que j'ai citée tout à l'heure, il parle des parties, il ne parle pas des tiers. Donc, le tiers, ça. Et d'ailleurs, il y a des réflexions qui ont été faites avec les experts, parce que si dans le cadre de la médiation, on demande une expertise à un expert, peu importe qu'il soit inscrit sur les listes ou pas, on va chercher un expert, un consultant, un constatant, parce qu'on en a besoin dans le cadre de la médiation, pour évaluer les parts sociales, par exemple, parce que le médiateur n'est pas un expert comptable. Dans ces cas-là, il faudra aussi que dans le cadre de la convention d'expertise avec cet expert, on lui indique bien les éléments de la confidentialité. Alors, c'est vrai qu'un expert judiciaire, lui, il y a des textes qui lui imposent la confidentialité, mais quand c'est une expertise amiable dans le cadre d'une médiation, on n'a pas véritablement de texte. Donc, il faut bien entendu, là encore, lui faire signer un écrit, une convention d'expertise, un acte de mission, si vous voulez, d'expertise, peu importe. Pour le droit, c'est un contrat et un point, c'est tout.
Donc, il faut lui faire signer un contrat d'expertise dans lequel on précise la mission, la rémunération, le délai, etc. et la confidentialité. Voilà. Alors, moi, Nathalie, pardon, là-dessus, est-ce que oui. ce qu'il va fournir comme document pourrait être utilisé après dans une procédure judiciaire? Est-ce que l'avis de l'expert, tu veux Oui, dire? oui. Alors, la Cour de cassation a répondu depuis un certain temps sur les expertises extrajudiciaires, puisque c'est une expertise extrajudiciaire. On peut la mettre dans le débat, oui, mais le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur l'avis d'un expert extrajudiciaire. Il faut lui apporter des preuves complémentaires. Voilà, c'est la position de la Cour de cassation. Même si l'expertise extrajudiciaire a été contradictoire, même si les deux parties ont assisté à l'expertise et ont pu discuter avec l'expert, ça ne vaut pas expertise judiciaire. Donc, il faut compléter par une autre preuve. Mais en tout état de cause, on peut l'amener dans les débats. Oui, oui, absolument. Absolument. En cas d'échec de la médiation. Tout à fait. Alors, quelles sont les sanctions applicables donc, si le médiateur ou les parties violent la confidentialité de tous ces écrits rédigés dans le cours de la médiation? Alors, pour les parties d'abord, il y a deux séries de sanctions que l'on trouve en pratique. La première, bien sûr, c'est que si on divulgue des documents à des tiers, tous ces écrits, c'est la responsabilité contractuelle. J'ai signé un contrat de médiation dans lequel je m'engage à la confidentialité. Je divulgue les pièces, eh bien, j'engage ma responsabilité contractuelle, c'est-à-dire des dommages et intérêts que je dois verser à la partie victime de la violation de la confidentialité. Ça se traduit par des dommages et intérêts. Alors, moi, j'ai déjà vu dans certains contrats de médiation, je reviens à la case départ, rédigés notamment par certains centres de médiation, des clauses pénales. Qu'est-ce qu'une clause pénale? Une clause pénale, c'est une clause qui fixe par avance le montant des dommages et intérêts qui devront être versés, en cas de violation du contrat. Donc, on peut prévoir une somme assez importante de telle sorte qu'elle soit dissuasive. La partie sait que si jamais elle divulgue un document établi au cours de la médiation, elle devra verser 50 000 € à la partie victime. Donc, ça va peut-être un peu la dissuader. Alors, bien sûr, le code prévoit que le juge peut toujours modérer le montant de la clause pénale si ça lui paraît excessif, mais on peut mettre une clause pénale et il faut que le montant soit dissuasif. Hein. Comme ça, la partie se dit, oula, attention, je risque beaucoup d'argent si je méconnais la confidentialité. Et deuxième type de sanction, c'est la partie qui, en cas d'échec de la médiation, amène ce paperboard, cette photo, ce document dans la procédure en disant au juge, oui, mais il avait dit ça, regardez, c'est écrit sur le paperboard, le médiateur a bien noté qu'il était d'accord pour me payer 20 000 €, puis tout d'un coup, il s'est rétracté, etc. Donc, c'était écrit sur le paperboard. Alors, dans ces cas-là, moi, j'ai de la jurisprudence, hein, j'ai fait des recherches. Il n'y en a pas devant la Cour de cassation, mais il y a des tribunaux qui ont statué. C'est très simple. La pièce est rejetée des débats. Elle est écartée des débats parce qu'elle viole la confidentialité. Et j'ai même vu des décisions dans lesquelles la partie avait indiqué cette pièce dans son assignation en disant, voilà, je réclame 10 000 € et je rapporte, vous savez qu'il faut indiquer les pièces sur lesquelles on se fonde, hein, et dans le bordereau de pièces joint à l'assignation, il y avait le paperboard par lequel la partie avait décidé de faire ça, ou des notes prises par la partie, etc. Et là, j'ai plusieurs décisions qui ont déclaré la nullité de l'assignation. La nullité de l'assignation, en disant que cette assignation était fondée sur des moyens de fait et des preuves qui violaient la confidentialité. Donc, pour la partie, soit elle divulgue à des tiers de dommages et intérêts, soit elle essaye de glisser ça dans une procédure ultérieure et on va écarter des débats ou déclarer que l'acte est nul parce qu'il viole la confidentialité. Donc, c'est plutôt protecteur de la confidentialité, même si c'est vrai, quand on dévoile à des tiers, le mal est fait. Bien sûr, on paye des dommages et intérêts, mais je veux dire, le mal est fait. On ne peut pas empêcher la partie malgré tout, si elle ne craint pas de verser des dommages et intérêts. Donc, il faut quand même être prudent,
Il y a des médiateurs qui obligent les parties à éteindre leur iPhone et à le placer à l'entrée de la salle de médiation. Il y a des médiateurs qui systématiquement reprennent les notes des parties à la fin de la séance de médiation en disant « je garde les notes ». Voilà. Il y a des parties qui… il y a des médiateurs voilà, qui prennent des précautions voilà, qui ne font pas de compte-rendu de réunion, voilà, ou du moins, quand ils font des écrits, ben, ils ne les donnent pas aux parties, etc., qui prennent des précautions, hein, bien sûr. Alors, je note, quelqu'un dit, oui, mais on aura quand même dit au juge. Oui, mais le juge, il va être irrité. Il va être irrité qu'on ait trahi la confidentialité pour donner des éléments. Donc, ça peut avoir un effet pervers. Je dirais même qu'il va se venger en disant « mais celle-là, elle est de mauvaise foi, donc je vais plutôt essayer, je ne vais pas prendre en compte le moyen qu'elle me donne. » Non, non, il faut faire confiance aux juges. Surtout quand ils annulent une assignation, ils sont très irrités, hein, franchement. Hein. Ils ont perdu du temps. Vous leur avez donné une assignation, ils ont été obligés de statuer, de délibérer, de rédiger un jugement. Tout ça pour annuler une assignation compte tenu de la mauvaise foi. Donc, voilà, je pense que c'est… C'est une bonne vision des choses, ça, qui est importante pour nous. Non, 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 ça va les énerver, ça va les énerver. Alors, pour le médiateur, maintenant, qu'est-ce qui se passe si le médiateur trahit la confidentialité? Ah ben, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Alors, qu'est-ce qui est risque? J'ai trouvé 3 sanctions, hein, bien sûr. La première, c'est sa responsabilité contractuelle civile. Hein. Il s'est engagé hein, dans le contrat, donc il a violé son contrat et il engage sa responsabilité. Il va verser des dommages d'intérêt, voilà, sur la divulgation. S'il divulgue au juge, normalement, déjà, le juge ne doit pas lui demander. Le juge ne doit rien lui demander. Donc, il ne doit pas divulguer. Donc là, bon, je ne vois pas trop de sanctions parce que le juge ne va pas demander à un médiateur de lui raconter ce qui s'est passé. Hein. En tout cas, voilà. Bon, si ça a pu se faire une fois ou deux, ce n'est pas normal. Voilà. Tout le monde mérite une sanction, et le juge et le médiateur. Mais bon, disons que c'est à la marge. Alors ensuite, il va risquer une sanction vis-à-vis de son centre de médiation quand même. Hein. Parce que je rappelle qu'il y a une adhésion à une association et la sanction, c'est l'exclusion de l'association. Hein. En général, il y a des règlements intérieurs, il y a des codes, des chartes de déontologie interne qui font que quand un médiateur viole la confidentialité, il est exclu du centre de médiation. C'est une deuxième sanction ce serait du quasi-disciplinaire. Ce n'est pas du disciplinaire, ce n'est pas une profession, mais c'est du quasi-disciplinaire. Et ensuite, si c'est un médiateur inscrit sur la liste près la cour d'appel, je vous rappelle qu'il a prêté serment hein, et que dans le serment, il dit qu'il jure de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à sa connaissance en cette occasion. Donc, il a violé son serment. Donc, il sera radié de la liste des médiateurs. Ça, c'est prévu par le décret du 9 octobre 2017. Donc, ça, c'est une vraie sanction quand on est évidemment un médiateur judiciaire. Je n'ai pas d'exemple de violation de la confidentialité par un médiateur judiciaire. Voilà. Pour les médiateurs conventionnels, alors moi, je n'ai pas d'exemple français, mais j'ai des exemples dans d'autres pays, hein, puisque quand on adhère à des associations internationales et notamment européennes, j'ai un exemple récent qui est passé dans la presse en Belgique, où un médiateur a trahi la confidentialité. Il a répondu à une interview dans un journal, et dans ce journal, il a trahi la confidentialité d'une médiation. Et bien sûr, il a été sanctionné par des dommages et intérêts. Hein, voilà. Mais bon, disons qu'on j'ai pas véritablement d'exception. Alors, il y a des exceptions pour le médiateur pour révéler les secrets, en quelque sorte, de la médiation, que l'on trouve dans l'article 21-3 de la loi de 1995. C'est lorsqu'il y a des raisons impérieuses d'ordre public. Bon, imaginons qu'un médiateur soit au courant d'un acte de grande criminalité, je ne sais pas moi, d'un trafic de drogue international à l'occasion de la médiation. Bon, il pourra quand même aller dénoncer, hein, voilà. Ou alors des motifs tirés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'intégrité physique ou psychologique de la personne. Il s'aperçoit à l'occasion d'une médiation qu'il y a de la maltraitance d'enfants. Bon, là, il peut trahir évidemment la confidentialité sans problème, bien sûr. Et enfin, lorsque l'accord, mais ça c'est après, lorsque l'accord dont on demande l'homologation au juge n'est pas exécutable, il est incompréhensible, on ne comprend rien, on ne voit pas ce que les parties voulaient, sur quoi porte l'accord. Dans ces cas-là, le texte nous dit, lorsque la révélation
de la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Dans ces cas-là, bien sûr, il faudra bien que le médiateur dise dans quelles circonstances l'accord a été conclu. Mais attention, ça porte sur le contenu de l'accord, hein, pas les échanges. Alors, sur le contenu de l'accord, justement, quel est le rôle du tribunal là-dedans? Parce qu'en fait, il homologue un accord, sauf évidemment raison d'ordre public ou ce que tu viens de dire, il n'a pas, Ouais. jugé, il n'a pas à s'exprimer sur le contenu de l'accord. Non, bien sûr que non, mais si par exemple on donne, c'est jamais arrivé, hein, mais la loi de 1995 prévoit l'hypothèse dans laquelle on demande au juge d'homologuer un accord qui serait rédigé dans un tel français qu'on ne comprendrait même pas ce que ça veut dire. Voilà, dans ces cas-là, le juge, je ne dis pas qu'il fait un contrôle, c'est qu'il ne comprend pas ce qui est écrit. Ben, ça ne s'est jamais produit encore, hein, parce que les écrits sont rédigés de telle sorte qu'ils sont compréhensibles. Mais tu en as qui ne sont pas exécutables, où on te dirait par exemple, ben, Monsieur Dupont, il devait 50 000 euros, il fait une remise de dette de 40 000 euros, donc le débiteur doit 50 000 euros. Le juge se dit, mais c'est quoi ça? Voilà, alors il a d'abord la possibilité de convoquer les parties à l'audience, article 1566 du Code. Donc, à ce moment-là, il fait une audience, il convoque les parties, il leur pose des questions, mais il pourrait aussi demander au médiateur des explications sur le contenu de l'accord. En disant, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Il s'est vraiment fait une remise de dette ou pas? Oui, mais dans ces cas-là, il peut ne pas homologuer, c'est tout, dire je n'homologue pas l'accord. Bien sûr, mais une partie peut faire annuler l'accord ultérieurement. On verra ça tout à l'heure. Une partie peut faire annuler l'accord. Et dans le cadre du procès en nullité de l'accord, bah, forcément, le juge pourrait avoir besoin du médiateur pour avoir des explications. D'accord? Mais bon, on n'a aucun exemple d'application de cette loi, hein. La Cour d'appel de Paris, pôle social, prévoit la communication de l'accord au ministère public. Ah ben oui, quand on veut le faire homologuer, ah ben oui, parce que l'intérêt des salariés, protection de l'intérêt des salariés, là, on n'y échappe pas. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans le cadre de l'homologation, on peut demander son avis au ministère public. Oui, absolument. Qui peut défendre l'intérêt général dans tous les cas dans lesquels un juge intervient, que ce soit au fond ou dans le cadre de l'homologation. Absolument. C'est une possibilité. Alors, pour le médiateur, pour les avocats, bien évidemment, je termine là-dessus, hein, les avocats qui accompagnent les parties, pour elles, bah, c'est le secret professionnel, c'est la confidentialité, donc bah, l'avocat, il engage sa responsabilité professionnelle s'il trahit la confidentialité, hein, c'est clair, voilà, c'est clair. Donc, il n'y a pas de problème pour eux, c'est une profession qui est tenue au secret, en tout état de cause. Bon, ça, c'est pour les écrits produits dans ce cadre. Maintenant, voyons les écrits produits dans le cadre de la médiation, mais qui existaient avant, qui étaient objectivés, connus des parties, le contrat de vente, la fourniture de services, la facture d'électricité, etc. Tout ce qu'on peut amener dans le débat qui était à l'origine du litige pour lequel le médiateur va intervenir, hein, même dans une médiation conventionnelle. Parfois, il y a des écrits, il n'y en a pas toujours, Mais si un copropriétaire prétend que son voisin du dessus viole le règlement de copropriété, on va peut-être amener au médiateur le règlement de copropriété. Hein, voilà, donc la situation, alors on nous dit, attention à l'hypothèse d'un avocat non français qui ne serait pas tenu à la même obligation. Alors, bon, déjà, hors Union européenne et hors Conseil de l'Europe, parce qu'en général, dans ce cadre-là, ils sont tenus à la confidentialité. Ben, pour ces avocats-là, il faut les faire intervenir, dans la convention de médiation et les faire signer une clause de confidentialité, absolument. Oui, il faut les faire intervenir là au début. Là, il faut les faire signer. Tout à l'heure, on a dit que ce n'était pas forcément nécessaire, mais pour un avocat étranger, oui. Et puis, il faut bien lui préciser ce que c'est que la confidentialité. Un avocat allemand peut témoigner sur les négociations. Bah oui, parce que le système de médiation ne sont pas les mêmes dans l'Union européenne. Oui, tout à fait. Donc, il faut leur faire signer une clause de confidentialité, hein, et les faire participer à la convention de médiation. Oui. Attention, hein, prudence. En revanche, ils ont tout à fait le pouvoir et la capacité d'assister des parties en France, puisqu'il n'y a pas de monopole de quoi que ce soit pour assister des parties en médiation, hein. Donc, un avocat, même non inscrit dans un barreau français, peut assister une partie. Alors, on me dit que j'ai une question, mais c'est laquelle ?